Ils sont là? Oh! Bonjour! Salut tout le monde! Bonjour et donc du coup, bonsoir. Ah non! Ah, c'est du vrai live. Alors moi, je vais couper le son de mon téléphone déjà. Voilà. Donc du coup, je voulais vous dire, on est super content de pouvoir vous accueillir sur cette 5e émission Parents Imparfaits, qui est, comme vous venez de le voir, un vrai live sur YouTube pour la première fois, un live sur lequel vous allez pouvoir nous écrire, répondre, poser des questions, participer. Donc voilà, on est très content de vous avoir, je dis on avec moi et l'équipe. Et pour commencer ce live, on a préparé un petit jeu, et c'est le jeu de l'info intox pour ceux qui nous connaissent et qui nous suivent. Et on commence cette fois-ci, pour aujourd'hui, on le commence maintenant pour que vous ayez le temps de répondre tranquillou sur le chat en direct. Alors, la thématique qu'on aborde ce soir, c'est se préparer à l'adolescence. Du coup, si, admettons, info intox, votre enfant de 13 ans a son téléphone portable, son smartphone, comme beaucoup d'enfants, c'est un vrai pro, et il n'a évidemment pas besoin de vous. Info ou intox? Je vous laisse le temps de répondre. Pour éviter, deuxième info intox, pour éviter qu'un ado ne se mette en danger, le mieux, c'est d'interdire toute sortie, pas d'activité en plein air et pas de jeux vidéo. Info ou intox. Et enfin, être parent d'un ado, c'est un peu comme savoir danser la valse. Il faut savoir faire un pas de côté quand ça commence à chauffer. Info ou intox. Voilà les 3 questions. Vous pouvez y répondre tout au long de l'émission. Peut-être qu'à un moment donné, je vous les redirai pour que vous vous en rappeliez. Je vais vous laisser y réfléchir et vous allez voir qu'au final, on va, au cours de cette émission, y répondre petit à petit. Et grâce à qui? Grâce à Cédric Sampéré, qui est avec nous ce soir. Cédric, merci de nous rejoindre. Merci, bonsoir. Vous êtes responsable de la Maison des ados du Pays Basque, qui est adossée au sein du centre hospitalier de la Côte Basque. Tout à fait, c'est un service de l'hôpital. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que c'est la Maison des ados? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors la Maison des ados, c'est un service qui accueille les adolescents de 11 à 21 ans pour des entretiens, qui accueille aussi les parents et les professionnels. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est anonyme. On est là pour essayer d'accompagner les jeunes et les parents à trouver des solutions quand ils se retrouvent en difficulté. On fait aussi des actions de prévention dans les établissements scolaires et on accompagne aussi les professionnels de tous les secteurs pour accompagner ces jeunes. Ok, bon, du coup, si on revient sur notre sujet, se préparer à l'adolescence, je pense que voilà, c'est bon, on a trouvé le bon intervenant, ça devrait aller. On devrait y arriver. Ok. Justement, du coup, à chaque invité, je demande de préparer une petite anecdote, une petite histoire. Qu'est-ce qui pourrait venir illustrer un petit peu l'accompagnement que vous effectuez à Adoinia et du coup, peut-être aussi comment un parent bien préparé, c'est une adolescence... je n'ai pas la rime, mais une adolescence plus calme, tranquille. Plus apaisée. Ouais, plus apaisée, merci, joli. Oui, une anecdote, on a eu un couple de parents qui est venu pendant plusieurs entretiens, on ne fait pas de suivi, mais ils sont venus 4-5 fois, et en fait, juste simplement pour réfléchir sur leur posture de parents d'ado. On n'a jamais vu l'ado, mais on les a accompagnés à travailler leur posture, et du coup, ça a plutôt bien fonctionné, donc ils étaient assez contents. Et puis, parce que vous recevez en général plutôt les ados avec les parents ou avec le ou les parents avec qui c'est tendu, quoi. On reçoit soit l'ado seul, soit les parents seuls, soit en famille. Et après, on peut recevoir aussi avec des professionnels. Mais en fait, l'ado vient comme il peut. Et après, nous, on construit autour. Ok, super. Pour commencer du coup cette émission, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'adolescence? Comment est-ce qu'on peut la définir? Alors, l'adolescence, on va dire que c'est un processus. C'est un passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Ça a des conséquences au niveau physiologique. Il y a des modifications au niveau du corps, au niveau du cerveau. Il y a plein de choses qui se modifient. Et puis au niveau social aussi, on va se détacher de l'environnement familial et on va aller vraiment sur l'extérieur avec les copains et les copines. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile pour les parents à accepter. Oui, c'est souvent synonyme de tension, cette prise de liberté. Au niveau de l'âge, quand commence et quand finit cette adolescence? Alors, l'OMS définit l'adolescence entre 11 et 21 ans. Ce qui est plutôt un signe annonciateur, c'est l'entrée dans la puberté. Donc les règles pour les filles, et puis quand on commence à grandir et muer pour les garçons, c'est des éléments qui montrent qu'on rentre dans l'adolescence. Vous parliez aussi de changements physiologiques, de changements physiques et de changements psychiques. Les émotions sont très très présentes du coup chez les adolescents. Oui.
Comment ça se manifeste? Enfin, voilà. Alors, les émotions, elles sont parfois exacerbées à cette époque-là parce que il y a des modifications qui se font au niveau du corps, on a vu, au niveau intellectuel, et au niveau des émotions. Il y a des élagages qui se font aussi au niveau du cerveau. Et Des élagages de quoi? alors, des élagages, des synapses, des neurones. Il y a des choses qu'on ne se sert plus et en fait, à l'adolescence, on élimine des choses On qui fait se le font des tri. connexions, on fait du tri. D'accord. On fait du tri au niveau de son cerveau. Et c'est la période aussi où la partie du cerveau qui gère les émotions est très, très, très sollicitée. Donc, c'est pour ça que les adolescents sont très sensibles sur ce côté émotionnel. Ok. Comment dire? Quand ils sont tout petits, ils ne savent pas gérer leurs émotions. Quand ils grandissent, ils les appréhendent peut-être un petit peu mieux. Et quand ils arrivent à l'adolescence, ils ne maîtrisent plus du coup ces émotions. C'est parce que, enfin, comment dire, les émotions sont tellement exacerbées en fait que du coup il faut réapprendre à les dompter. Ou c'est parce qu'en fait ils n'ont jamais été matures finalement par rapport aux émotions. Je pense qu'elles sont, depuis tout petit, elles évoluent. Oui. Et à ce moment-là de l'adolescence, il y a cette prise de recul qui ne se fait pas. Quand on est adulte, on arrive à prendre du recul sur ses émotions. À l'adolescence, on n'est pas en capacité parce que le cerveau n'est pas fini et n'a pas développé cette partie-là. Donc c'est vraiment au cœur des émotions et c'est vraiment à l'adolescence où ça explose et c'est vraiment très très fort. Puis mine de rien, les hormones aussi, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable et qui exacerbe aussi toutes les émotions. Tout à fait. Il y a plein d'éléments qui vont faire que ça va être compliqué. Les relations, il y a plein de choses. Est-ce que c'est pour ça qu'on parle souvent de crise d'adolescence? Alors, la crise d'adolescence, c'est un peu un fourre-tout. Parfois, on ne sait pas qui c'est qui est en crise, si c'est l'ado, si c'est les parents, parce que ça vient chambouler beaucoup de choses dans la famille. Mais oui, c'est un passage. Alors, la crise, je ne sais pas comment on peut l'interpréter, mais en tout cas, il y a une évolution. Parfois, elle se fait de façon paisible, parfois, elle est plus compliquée. Et il y a plein d'enjeux autour de cette adolescence qu'il faut appréhender en tant que parent pour pouvoir limiter un petit peu ces excès, peut-être émotionnels. Du coup, quand on pense adolescence, on pense effectivement conflit entre parents et enfants. Est-ce que c'est un passage obligé? Et même si ça n'est pas un passage obligé, je pense qu'il y a plein de parents qui nous regardent aujourd'hui qui effectivement se disputent avec leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut gérer la situation? Comment est-ce qu'il faut se comporter à ce moment-là dans les moments de tension? Alors les conflits, oui, ils existent, comme quand on est petit aussi. C'est vraiment cette construction identitaire où l'adolescent, il a besoin de se situer par lui-même. Voilà, il n'est plus l'enfant d'eux, il veut être lui, et donc il va se positionner, parfois il va prendre le contre-pied, exprès, mais en tout cas, il veut exister et être présent. Donc ça, c'est des choses il faut entendre, donc il faut l'appréhender, il faut peut-être l'accompagner aussi, par des discussions, et puis quand ça monte un peu trop, à un moment donné, il faut pas rentrer dans ce mécanisme-là quand on est parent. Si vraiment les tensions elles sont trop grandes, il faut stopper le conflit et en reparler après. Ça, c'est important parce que l'ado, il n'a pas la capacité à se sortir de cette place. Donc, c'est vraiment aux parents à dire à un moment donné, là, ça va trop loin, on arrête parce qu'on va se faire du mal. Chacun redescend dans son coin et on en reparle après de façon un peu plus posée. Parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité à le faire. Est-ce que ce pas de côté, cette prise de distance, on l'a fait dès qu'on commence à s'énerver ou au final c'est quand même un peu sain de s'échauffer un peu Des fois, on ne s'en rend pas compte parce Oui, qu'ils vont venir nous c'est ça. titiller au moment où on n'est pas dispo. Hein. Vous êtes en train de téléphoner à un collègue ou vous discutez avec quelqu'un, vous êtes en train de faire à manger, vous n'êtes pas disponible et ça vient vous déposer quelque chose et voir un petit peu si vous êtes là pour lui. Donc parfois, ça peut aller parce qu'on n'est pas parfait et c'est important de se le rappeler aussi. Hein. Donc on fait comme on peut. Des fois, on n'est pas disponible, on n'est pas là pour entendre ça et ça va au clash. L'idée, c'est de le reprendre quand même derrière, d'en reparler, d'y mettre des mots. Parce que sinon, on va rester sur une incompréhension. Et derrière, ça va encore mettre plus de distance et le lien, il risque de se rompre. Du coup, les sujets de conflit, bien souvent, c'est l'opposition aux règles.
comment est-ce que on fait pour se sortir de ça? Parce qu'en gros, t'as pas le droit de sortir, c'est comme ça, mais moi je veux sortir. Bref, je schématise peut-être beaucoup ou pas, ou vous nous direz du coup en commentaire. Mais voilà, comment est-ce que on s'adapte? Vous disiez il faut les accompagner, il faut qu'on avance avec eux. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce changement en tant que parent? Alors, ce qui est important et de se rappeler quand même, c'est qu'on aura toujours un temps de retard. Okay. C'est-à-dire que nous, on va toujours avoir l'impression que tout est calé. Et eux, ils vont venir à chaque fois repousser un petit peu les choses parce qu'ils évoluent, parce qu'ils intègrent des choses et du coup, ils veulent bouger un petit peu. C'est comme si on leur mettait un costume qui est trop petit et puis on leur demande de rester avec ce costume-là. Donc à chaque fois, il faut que ça bouge. Et la difficulté à l'adolescence, c'est que cette période où on va poser des règles, elle peut être changeable très rapidement. Donc une règle, elle peut durer 1 mois, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 15 jours, parce que les choses ont évolué et il faut les retravailler à chaque fois. Donc c'est ce qui engendre souvent une instabilité du côté des parents, en disant mais on a posé ça, et puis en fait on n'arrive pas à la tenir, parce qu'elle n'est peut-être pas adaptée. Donc ce qui est important, c'est alors moi souvent j'appelle ça des réunions de chantier, où on vient se poser un petit peu avec toute la famille, et on dit voilà, il y a des règles qui vont être indiscutables, non négociables, et d'autres qui vont être négociables. Et l'idée, c'est de travailler sur ces règles négociables, qu'ils puissent exprimer ce qu'ils veulent, mais c'est quand même nous qui gardons la main par rapport à ces règles-là. Et l'idée, c'est de leur faire entendre qu'on les a entendus, on comprend, parfois on pourra y accéder, des fois on ne pourra pas y accéder. Et de recaler ce cadre-là, parce que quand on a mis des règles en place, quand il y a un conflit, c'est plus moi qui choisis ou toi qui est en train de t'opposer. Il y a une règle qu'on a posée et on ne peut pas y toucher, c'est comme ça. Oui, ça on peut la revisiter après. Un intermédiaire. Voilà, c'est un tiers qui vient dégager dans la relation en disant on a mis des règles, moi j'aurais bien aimé, hein, mais on a mis une règle donc il faut qu'on la respecte quand même. Sinon, voilà, on était d'accord. Oui. Et elle peut être revisitée, mais pas sur le coup. On peut en reparler, on peut différer, ça c'est toujours important aussi. J'ai entendu ta demande, aujourd'hui c'est non, mais j'entends et on en reparlera pour voir comment on peut faire après. Et ça, c'est important aussi de les inscrire dans le temps. Oui. Parce que du coup, je me disais, je vous écoute parler, Cédric, comment est-ce qu'on fixe ces règles? Je veux dire, vous disiez qu'on est toujours en retard, les parents. On est aussi en retard parfois pour se rendre compte de quoi sont capables nos enfants et de l'autonomie qu'ils peuvent prendre. Comment est-ce qu'on apprend à fixer ces nouvelles règles aussi en tant que parent? Mais ce qui est important, c'est d'observer un petit peu comment ils fonctionnent, voir les besoins, et puis ils vont aussi les signifier. En disant, voilà, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Parfois, ils le font de façon très maladroite, c'est-à-dire c'est au dernier moment, parce que parfois, par exemple, sur une sortie, ils ont prévu depuis 10 jours avec leurs copains, mais pendant 10 jours, en fait, ils disent comment je vais le dire à mes parents pour pouvoir faire. Et j'arrive pas à trouver l'espace, j'arrive pas à trouver le moment. Et au dernier moment, il n'y a plus d'échappatoire, donc je vais l'imposer en disant je sors. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas réussi à le verbaliser avant. Donc tout ça, il faut le retravailler aussi, parce que si on dit non là, on dit voilà, là je te dis non parce que c'est pas préparé, mais par contre si tu veux le préparer, on peut s'organiser et on peut les aider en fait à différer les choses et à les inscrire dans le temps, ça c'est quelque chose d'important. Et en préparant cette émission, vous disiez aussi, parfois, quand on a du mal à lâcher sur une règle, il faut aussi parfois s'interroger sur nous, parents, ce que nous évoque en fait finalement cette règle, ce que ça vient trifouiller chez nous, quoi. Tout à fait. Je crois qu'à chaque fois, quand nos enfants rentrent dans l'adolescence, il faut re-questionner notre propre adolescence, nos craintes aussi. Hein, pourquoi on ne souhaite pas que notre enfant, par exemple, ait un scooter qui va permettre qu'il soit autonome, parce qu'on va râler aussi en tant que parent parce qu'il faut l'accompagner partout. Mais derrière, en fait, c'est parce que notre propre peur fait que c'est pas, on ne veut pas qu'il ait un scooter. Donc souvent on donne les prétextes. Oui mais les autres c'est dangereux, à l'extérieur non, c'est parce que moi j'ai peur. Et je crois que c'est important aussi de verbaliser en tant que parent à ses enfants, là je ne suis pas en capacité de te laisser partir parce que j'ai trop peur. Et ça il faut que tu l'acceptes. Et c'est différent que de dire aux jeunes, tu n'as pas de scoot parce que les autres ils conduisent n'importe comment. Ou parce que tu vas avoir un accident, tu n'es pas capable. Quoi. Tout à fait, voilà. Donc c'est important de bien préciser le pourquoi du comment et pourquoi, qu'est-ce que ça génère chez nous, cette difficulté-là. En fait, c'est encore un pas de côté à prendre sur la situation.
comment dire, pendant le conflit, il faut qu'on s'extrait, qu'on réfléchisse, qu'on cogite, qu'on fasse redescendre la pression. Et finalement, quand on parle à nouveau des règles, il faut qu'on prenne du recul à nouveau sur pourquoi cette règle, on ne peut pas la changer, ou qu'est-ce que ça nous évoque, pour réussir à trouver aussi la bonne façon de l'amener à l'enfant. Oui. Pareil, en préparant l'émission, vous disiez... faut pas qu'on fasse sentir à l'enfant qu'il n'est pas capable d'eux, mais que c'est bien finalement que ça nous appartient, que cette peur ou que ce blocage, il nous appartient à nous parents, quoi. Tout à fait, parce que sinon il y a vraiment une incompréhension du côté de l'adolescent en disant mais moi je suis capable de le faire et en fait tu n'as pas confiance en moi, je suis nul et voilà l'image que tu me renvoies c'est que je ne suis pas capable. Et l'idée c'est pas ça, c'est de lui dire écoute moi je ne suis pas encore prêt à ça. Alors après, il y a des fois où il y a des règles qui sont imposées et qui sont non négociables, et ça là il faut les tenir aussi, mais elles ont été explicitées aussi. Donc ça c'est important aussi d'expliquer pourquoi cette règle elle est là. Alors il ne faut pas expliquer pendant des heures, hein. C'est comme ça, elle a été posée et je te demande de la respecter parce que pour moi elle est indiscutable celle-ci. Il faut choisir ses combats aussi un peu. Oui, parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts et il y a des moments il faudra lâcher un petit peu sur certaines choses et puis essayer de mettre le focus sur autre chose. Admettons, on a travaillé la règle en amont. On a essayé d'anticiper. En tant que parent, vraiment, on a tout donné sur le cadrage pour que ce soit à la fois souple et en même temps suffisamment ferme pour que l'enfant il soit rassuré et que nous aussi, bref. Mais la règle n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'on fait? Sanction. Du coup, c'est rigolo parce qu'à l'heure où on parle d'éducation positive, punir c'est mal, etc. Mais alors, c'est pas punir. Punir, ça va être une vengeance. Okay. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Là, la sanction, c'est l'acte que tu as posé, c'est pas possible, parce que tu as enfreint cette loi, et donc du coup, on va réfléchir ensemble, ou nous, à ce que ça vaut en tant que sanction. Amusez-vous à demander à vos ados la sanction qu'ils prendraient par rapport à tel ou tel acte, vous verrez qu'ils sont plus virulents que vous et plus sévères. Donc c'est important de signifier que la règle a été dépassée, et je crois que ce qui est important aussi, c'est de lui signifier que lui, c'est peut-être quelqu'un de bien, son comportement, là, il n'a pas été respectueux. Et c'est ça qu'on sanctionne, c'est le comportement, c'est pas l'être. Et ça, c'est important parce que souvent, on va dire à l'enfant, t'es nul, tu comprends rien. Non, toi, t'es quelqu'un de bien, là, ton comportement, il n'est pas adapté. Et ça, tu as la capacité de le changer. Et ça, c'est important. On le fait chez les tout-petits. Et on oublie en fait de le faire chez les grands parce qu'on s'imagine comme ils ont... Souvent, je prends l'image du trépied où ils ont un développement physique, intellectuel et émotionnel, et on va s'arrêter sur l'intellectuel où il a la capacité de réfléchir, de prendre la distance. Oui, quand il est assis sur un fauteuil, il n'y a pas de souci. Quand il est pris émotionnellement, la réflexion, elle n'y est plus. Donc il faut vraiment l'avoir en tête et de lui dire, voilà, ton comportement, là, il n'est pas adapté et tu as la capacité de le changer. Vous disiez tout à l'heure, comme les tout petits, c'est fou comme les conseils que vous donnez, là, c'est des choses qui évoquent, moi qui suis maman de petite, effectivement des conseils qu'on lit ou qu'on entend lorsqu'on est autour de la crise du Terrible 2 ou de la... Terrible 2 ou... La phase d'opposition. Merci, la phase d'opposition. Tout à fait. Alors en même temps, c'est vrai que l'adolescence, c'est une phase d'opposition en tant que telle. Mais donc on pourrait reprendre nos conseils. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils fonctionneraient. Et nous, les conseils qu'on donne et les outils qu'on propose aux parents sont similaires. Et on est dans la relation humaine et on est là pour sécuriser, apporter un cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Donc je crois que c'est important. Oui, ça aussi, du coup, cette histoire de cadre-là qui est finalement rassurant l'enfant, c'est vrai pour les tout petits comme les plus grands. Tout à fait, tout à fait. On avait fait une enquête en 2018 sur les adolescents au Pays Basque et il y avait 57% des ados qui râlaient parce que les règles étaient trop contraignantes et 75% qui disaient qu'elles étaient nécessaires. Donc ils savent que c'est nécessaire. Et on le voit, quand on pose un cadre, ça rassure. Ils peuvent y râler, dessus, contre, mais voilà, eux, ils vont être là pour pousser, nous, on va être là pour tenir. Alors ce cadre, il faut qu'il ait un peu d'épaisseur aussi. C'est-à-dire que si on est trop rigide, ça va casser. Mais il faut qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, et parfois, il faut faire ce pas de côté. Et voilà, tout ça, c'est vraiment important. Je repense à une question qui nous a été posée un petit peu en amont, parfois, où du coup j'imagine à un moment de tension et de conflit, il y a des accès de violence en fait. L'enfant a des accès de violence.
Comment on réagit comme ça? Parce qu'on peut se retrouver démuni. Et puis, voilà, j'imagine un garçon adolescent, et parfois il peut faire 3 têtes de plus que sa maman ou son papa. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut lui signifier que c'est pas possible. Mais il faut être suffisamment solide aussi et ancré pour pouvoir s'opposer et le dire. Hein. Je crois que c'est pas évident, mais il faut que ça s'arrête de suite. Et si c'est des choses qui dérapent et que ça devient incontrôlable, il faut se faire aider. Mais vous avez des jeunes qui vont taper dans les murs, dans les portes. Je crois qu'il faut le reprendre dans l'après-coup parce que sur le moment, c'est pas entendable. Et derrière, il faut le reprendre et qu'il y ait une réparation, c'est-à-dire que le mur il soit réparé, la porte soit réparée. Ça a un coût aussi. Voilà, il faut réparer le comportement inadapté qu'on a eu et en reparler en disant que ça c'est inadmissible et que c'est pas possible. Toutes les formes de violence comme ça, elles sont pas acceptables et il faut vraiment les signifier. Pardon, si vous avez terminé. Non, c'était... ça me fait penser à ma fille. Pour le coup, petite, je lui dis, tu peux pas taper n'importe où, tu peux pas tout casser, mais si tu veux, t'as ton nounours, tu peux lui défoncer la tronche si tu veux, c'est à toi. On peut faire la même chose. Je me dis, si on arrive à... S'il faut faire des parallèles... Il faut que l'ado ou les parents aident l'ado à trouver un espace, un exutoire. Il y en a qui vont trouver un punching ball, ils vont aller taper sur le punching ball parce qu'ils sont énervés, il y en a qui vont aller courir, il y en a qui vont aller faire du vélo, il y en a qui vont aller faire du surf. Il faut transformer toute cette colère-là en quelque chose de plus positif. Mais c'est pas en cassant les murs, c'est pas en tapant sur les parents qu'on va régler les choses, parce qu'après ils vont culpabiliser encore plus parce qu'ils ont fait du mal à la personne qu'ils aiment et du coup c'est encore plus compliqué. Ça vient interférer dans la construction déjà de sa personnalité, tout à fait. Mettre le bazar en fait. Oui, tout à fait. Okay. Donc il faut vraiment être, les sécuriser et être garant de ces choses qui sont impossibles. C'est intéressant aussi ce que vous disiez sur la réparation et même la sanction du coup. Il ne faut pas laisser les choses comme ça et il y a une action en fait finalement à faire derrière. Oui, et dans l'après-coup et quand on est redescendu. Oui, c'est ça. Sinon c'est pas entendable. Donc la sanction elle se pose pas tout de suite? Non, elle se pose pas tout de suite pour plusieurs raisons. La première c'est que nous on est pris émotionnellement. Donc la sanction qu'on va donner, elle va être une vengeance, une punition. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal. Et en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est, ok, on redescend. Ce que tu as fait, voilà, qu'est-ce que ça vaut en termes de réparation, de sanction. Et on n'est plus posé. Et on voit dans l'après-coup que la sanction, elle est moindre que ce qu'on aurait fait sur le moment. Ce qui est important aussi, c'est de la tenir, cette sanction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux une petite sanction et la tenir qu'une grosse sanction et ne pas la tenir. Quand on a des parents qui viennent et qui nous disent voilà, on l'a puni de 6 mois, interdit de téléphone, et au bout d'1 mois, on n'en peut plus, donc on lui donne. Là, ça vient signifier en fait, tu tiens pas. Donc, tu n'es pas solide. Donc, je ne peux pas te faire confiance. Donc, du coup, derrière, ça vient dénigrer un petit peu la personne. Oui, et donc il vaut mieux une semaine et tenir une semaine, quitte à la prolonger. Mais en tout cas, il faut tenir. Quand on pose quelque chose, il faut le tenir. Pareil, comme les petits. Pareil. Ça a l'air facile comme ça. On a une question de Marilyn qui nous dit « Bonsoir, mon fils de 12 ans ne cesse de me dire qu'il en a marre de la vie, du collège, mais pourtant il est entouré de bons copains, il a l'air heureux de vivre au quotidien. Est-ce qu'elle doit s'inquiéter ?» Moi, j'invite cette dame à consulter parce qu'il y a un mal-être qui est là, qui est présent. L'idée, c'est de voir d'où il vient ce mal-être. Il y a plein de pistes. Est-ce qu'il se fait embêter? Voilà, il y a plein de choses qui vont faire que ça peut être compliqué, pour lui. Et je pense qu'il faut un temps pour poser, être écouté et essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, je me mets à la place de cette personne, je me dis, j'entends ça, je me dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On y va ensemble? Je l'invite lui à rencontrer quelqu'un? J'y vais moi? Comment on fait? Alors, il y a plusieurs solutions. Si le jeune est d'accord, ils peuvent y aller ensemble. Si le jeune n'est pas d'accord, les parents peuvent venir seuls. L'ado peut venir seul aussi. Et ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser l'enfant par rapport à ça. Je crois que c'est important, on le dit souvent aux parents quand ils viennent sans leurs ados et qu'ils aimeraient que leurs ados viennent, on leur dit, dites-leur que nous, on a besoin de son regard pour vous aider. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est la faute de l'ado, et en fait, on s'aperçoit que l'ado, il va pas trop mal, et puis c'est les parents qui sont plus en difficulté. Donc voilà, les parents, on a besoin de notre ado pour comprendre ce qui se passe, et donc c'est vraiment une alliance,
Et nous aussi, on va être là dans cette alliance-là et d'essayer de comprendre ce qui fait souffrance. Ouais. Et puis, c'est pas toujours évident. Donc, Non. comme dit la maman, il a l'air de bien aller. Les facteurs auxquels elle pense, elle, qui puissent déclencher un mal-être, ont l'air d'être plutôt tous au vert. Les voyants sont au vert. Bon, il y a peut-être autre chose et c'est effectivement lui qui a la clé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je crois que ce qui est important, c'est, en tant que parent, on ne sait pas. Donc il faut pas dire ah non mais je sais ce qui se passe. Non, on sait pas comment il vit les choses. Donc c'est à lui, il faut lui offrir un espace de parole où juste il faut qu'il soit écouté sans être jugé. Et après les choses elles se passent de façon un peu plus sereine. Oui, du coup souvent on a ce sentiment à l'adolescence de plus savoir qui est notre enfant en fait. Oui. On le redécouvre, mais peut-être que lui aussi Oui, lui aussi se redécouvre parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Et son corps a changé, sa réflexion a changé, son analyse, son rapport au monde. Voilà, il y a plein de choses qui ont été complètement bouleversées. Donc il se redécouvre, il se construit une identité aussi. Et en fait, quand on est parent, on est à côté. Bien souvent, quand on a des petits, vous faisiez la différence tout à l'heure, quand on a des petits, souvent on est devant et on va les guider. Là, on est à côté, on va les accompagner, voire derrière, on va les suivre. Et donc, c'est important d'avoir cette position-là. Et du coup, c'est eux qui ont les clés. Et nous, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Parce que ça aussi, c'est important. On a parfois des enfants qui pensent que leurs parents savent exactement ce qu'ils pensent. Et qui s'approprient les pensées des parents. Et oui, ou des fois qui se disent mais j'ai pas besoin de lui dire puisqu'elle sait. Ah, oui. Parce que quand on est petit, voilà, on est assez attentionné, on arrive à comprendre comment fonctionne son enfant. À l'adolescence, parfois, ils ont cette représentation-là que les parents fonctionnent toujours de la même façon. Sauf que là, ils sont perdus, ils le disent pas. Et du coup, l'enfant, il pense que les parents, ils ont tout compris, ils savent tout. Donc du coup, pourquoi on va leur dire ce qu'on a ou ce qu'on ressent, ils devraient le savoir. Non, ils ne le savent pas. Donc il faut vraiment que l'adolescent comprenne que les parents, ils n'y connaissent rien, ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Il n'y a que lui qui peut nous dire ce que lui vit. Ça c'est important. Pardon, c'est super important de dire quand on se pose la question de préparer l'adolescence, c'est presque la première chose qu'il faudrait qu'un parent dise à son enfant, c'est « Ok, là, il se passe des choses dans ta vie, tu grandis, et moi, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans ta tête. Parlons-en, n'hésite pas. » Voilà, essayer d'ouvrir une ligne de dialogue qui n'était pas nécessaire avant, mais qui là a tout son sens. En fait. Tout à fait. Et même de lui ouvrir des perspectives. Peut-être que tu vas rencontrer ça, peut-être que tu vas voir ça comme problème ou pas, mais il faut s'autoriser à se dire il est en train de grandir. Parce que bien souvent, on a des parents qui ont du mal et qui ont peur de voir leur enfant grandir. Du coup, il ne faut surtout pas qu'il grandisse. Et donc, c'est bien de l'ouvrir les portes parce que le jour où il va se retrouver en difficulté, à un moment donné, si on lui a ouvert quelques portes, il saura, il va essayer celle-là. Si ça ne marche pas, il va essayer celle-là. Que si on ne lui a pas donné de porte ou de clé, il va se retrouver coincé, il ne va pas savoir ou imaginer que c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, ce n'est pas la bonne solution. Et il n'y en a pas d'autres parce qu'il ne les a pas élaborées. Donc, il ne faut pas non plus, autant lui dire quelles portes vont se trouver devant lui, mais pas laquelle il faut choisir. Non. Ça, il faut le laisser faire. Oui. Parce que, de toute façon, les conseils des parents, arrivés à l'adolescence, on n'en veut pas. Souvent, on va les rejeter parce que c'est d'abord les nôtres, souvent ceux des copains. Souvent, on le voit, quand ils vont à l'extérieur, les parents des copains sont mieux que vous. Voilà, on vient critiquer un petit peu tout ça. C'est normal, ça fait partie du jeu, de vous désidéaliser pour pouvoir se construire tranquillement. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, il faut l'accepter. D'être has-been, d'être à côté, d'être vieux. Derrière, d'être derrière. Et du coup, l'adolescence, c'est donc, parmi ces portes, il y a aussi ces portes qui sont synonymes de prise de risque. Comment est-ce qu'on peut accompagner, alors peut-être que je vais vous faire un peu répéter, mais comment est-ce qu'on peut accompagner ces prises de risque? Alors effectivement, on pense au scooter, on pense aux soirées, on pense aux psychotropes, à l'alcool, on pense à la sexualité, peut-être que je fais un peu des raccourcis, vous me direz, mais voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner ces choses qui sont un peu touchy C'est important parce que ces moments-là, ils vont les vivre, et soit on les prépare avec eux, alors ils vont dire ouais mais c'est bon, je sais, je gère, mais en tout cas il faut en parler, parce que derrière, ça pourra leur permettre de réfléchir aussi à ça et leur offrir des portes. Voilà, s'ils se retrouvent dans une situation où il y a de l'alcool, ils ne sont pas bien, si on ne l'a pas préparé avec eux en disant
tu sors pas, tu nous appelles, tu fais ci, mais du coup, ils n'auront pas ces réflexes-là à faire parce que comme il n'en a pas parlé, il ne pourra pas vous appeler. Donc il faut pouvoir parler de tout ça et lui dire, voilà, tu vas rencontrer des situations où tu vas prendre des risques. Donc c'est à toi à voir voilà, jusqu'à quel degré tu vas. Mais ça, vous ne pourrez pas le maîtriser. Il n'y a que lui qui pourra le faire. Donc c'est vraiment difficile dans ce lâcher-prise aussi d'accepter. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est, on peut faire confiance. Mais la confiance, elle n'empêche pas la vérification. C'est que derrière, on peut voir ce qui s'est passé, on peut écouter aussi, voir les copains, les interactions qu'il y a eu, voir s'il a fait ce qu'il nous a dit ou s'il a dérapé. Et puis là, il y a d'autres conséquences. Concrètement, pardon Cédric, concrètement, c'est tu sais ta première soirée, il y aura sans doute de l'alcool. De toute façon, tu feras ce que tu veux. Même si je te dis de ne pas boire d'alcool, tu feras ce que tu veux, je ne suis pas là. Mais si tu te sens mal, tu sais que tu peux compter sur moi. Voilà. Tu sais que tu peux m'appeler. Voilà, tu ne restes pas tout seul, tu peux m'appeler, je viens te chercher. Bois de l'eau, essaie de t'hydrater. Voilà, aussi les conseils voilà plein de petites choses voilà, pour pas qu'ils se retrouvent en situation de mal-être et voilà, avec un coma éthylique, des choses comme ça. Parce que de toute façon, à l'adolescence, on va tester les limites, voir jusqu'où je suis assez fort. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que l'adolescence, en fait, on se découvre, et l'adolescent non plus ne connaît pas ses limites, donc il va aller les chercher. Donc il faut l'accompagner là-dedans. Il y en a qui ne vont pas prendre de risques, mais il y en a d'autres qui vont aller extrêmement loin. Et du coup, c'est comme vous disiez, si je reprends sur le concret, la soirée s'est passée, un jour, le lendemain, un jour ou deux, j'allais dire, ou le lendemain, on se dit, alors, cette soirée, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré la situation dont on s'est parlé? Oui, mais même en allant les récupérer au retour, voilà. Mais d'être sûr comment tu t'es senti et pas dans le contrôle, combien tu as bu. Voilà. Non, c'est plus dans une discussion, voilà, qu'est-ce que tu as bu, c'était comment, tu t'es senti comment, voilà. Sur la gestion des émotions, est-ce que tu étais à l'aise, pas à l'aise, pourquoi tu as dû boire, parce que c'était parce que tu n'arrivais pas à parler, voilà. Essayer de détourner un petit peu les choses et de le questionner, lui, en tant que personne. Et pas mon ado, voilà, il faut que je le tienne. Ouais. Si je me projette un peu sur cette discussion, j'aurais presque envie de lui dire, moi aussi, ça m'est arrivé. Bien sûr. Quand j'avais ton âge, j'étais pas à l'aise en société. Alors du coup, pour me détendre, je fumais une cigarette et puis je buvais un verre d'alcool. C'est bon aussi de montrer cette part de... Alors des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas fonctionner. Ça dépend de la relation qu'on a avec son enfant. Donc des fois, ça peut être pertinent. Et des fois, il vaut mieux éviter, ça dépend. Alors souvent, il faut aller un peu à la pêche et voir un petit peu s'ils attendent ou pas ça. Donc ça, c'est dans la qualité du lien qu'on arrive à avoir avec eux, où on peut se permettre ou pas. Mais en tout cas, on peut aussi prendre les exemples de quelqu'un d'extérieur, qu'on a vu, ou quand j'avais ton âge, j'avais un copain, pour se décentrer de soi. J'avais un copain ou une copine qui avait besoin de fumer. C'était pour être plus à l'aise, aller dans le groupe. C'était pas évident, mais elle a trouvé cette solution-là. Est-ce que toi, tu y as pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui te questionne ou pas? Et on peut comme ça aller à la pêche un petit peu aux infos. Alors il y a des sujets qui sont peut-être plus faciles à aborder entre parents et enfants, mais il y en a d'autres, au hasard la sexualité, qui sont plus compliqués. Ouais. Mais on sait, a priori, que notre enfant va passer par là. Oui. Si on ne se sent pas à l'aise, comment est-ce qu'on peut faire? Si on ne se sent pas à l'aise sur une discussion, la sexualité ou n'importe quoi d'autre, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant que parents, mais aussi l'enfant. J'ai pas envie que mon père... Oh là là, voilà, c'est ça. J'ai pas envie de parler de sexualité ou de parler des règles avec mon père ou de mes érections avec ma mère. J'ai pas envie de ça. Et je crois que c'est important de leur dire qu'il y a des espaces qui existent. Donc il y a le Fil Santé Jeune, c'est un site internet sur lequel il y a pas mal de chats, il y a pas mal de discussions. Ça peut être sur le centre de planification, au planning familial, ça peut être à la maison des ados. Voilà, avoir quelqu'un extérieur qui nous apporte des éléments. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un oncle, une tante, un grand frère, une grande sœur, quelqu'un en qui on a suffisamment confiance, une personne ressource. Une personne ressource avec qui on peut se confier et peut-être aller exprimer un petit peu les inquiétudes qu'on a par rapport à ça. Si vous me permettez, Cédric, je vais faire une mini pause sur notre discussion pour revenir sur l'info intox parce que je n'ai pas vu beaucoup de propositions pour l'instant de réponses. Donc, notre info intox, on avait 3 questions.
Mais on a déjà, je pense que si vous êtes là depuis le début, ça va être facile pour vous. Votre enfant de 13 ans est sur son smartphone, c'est un vrai pro, il n'a pas besoin de vous, info ou intox. Info ou intox numéro 2, pour éviter qu'un ado ne se mette en danger, le mieux c'est de tout lui interdire. Pas de sortie, pas de jeux vidéo, pas d'activité en plein air, au moins. Peut-être même si vous lui mettez de la mousse au bout des coudes, ce sera aussi bien, info ou intox. Et enfin, être parent d'ado, c'est un peu comme la valse, il faut savoir faire le pas de côté lorsque ça chauffe, info ou intox. On vous attend sur le chat. Cédric, on avait parlé aussi, on a parlé de la prise de risque. Et en fait, ces prises de risque, c'est des moyens de, c'est un peu comment dire, comme des tests en fait pour commencer, comme des tests vers le chemin de l'autonomie. Et c'est aussi le moment où on quitte, où on se prépare à quitter le cocon familial, où on prend des libertés, où on s'éloigne un petit peu finalement de sa famille. Et vous disiez, on se tourne plutôt vers les copains et les copines. Comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir ce lien? On a dit en plus qu'il était super important, mais finalement nos enfants, ils nous échappent un peu. En tant que parents, comment est-ce qu'on peut faire pour entretenir le lien avec nos enfants? Alors, ce qui est important, ce lien, il faut qu'il soit de qualité. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Avoir son ado toute la journée à la maison, qui s'ennuie à mourir, qui est sur les réseaux sociaux et qui fait rien, et en fait au final on va rien partager, c'est pas très positif. Il vaut mieux qu'il ait sa vie, ses copains, qu'il aille sur les réseaux, qu'il regarde un film ou quoi que ce soit. Mais quand il y a des moments forts de famille, on est ensemble. Donc il vaut mieux privilégier cette qualité-là. Le temps de repas, par exemple, ça peut être un temps important. On se voit une demi-heure, 3/4 d'heure, mais c'est un temps qu'on partage ensemble. Ça peut être une soirée télé, des choses comme ça, parce que tous peuvent regarder la télé dans leur chambre, sur leurs écrans, même regarder le même film sur des chambres différentes. Ben, l'idée, c'est peut-être de regrouper tout le monde et de faire famille et d'avoir un temps de qualité et d'échange et de partage. Voilà. Il vaut mieux être sur la qualité. Une sortie. Voilà, quelque chose qui va fédérer tout le monde. Même parfois, ils vont râler pour la sortie. Alors souvent, c'est nul, ça ne m'intéresse pas. Nous, on invite les parents à dire, écoute, viens la faire et on en reparle après. Et souvent, ouais, mais non, c'était bien. En fait, c'était juste la flemme de se mobiliser, parce qu'il y a peut-être quelque chose éventuellement après qui peut être mieux, donc au cas où, j'y vais pas. Non, viens ce moment-là, ensemble, on va en profiter, et puis le reste, on verra après. Il faut choisir ses combats encore là oui, aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Si on veut maintenir le même rythme de vie familiale qu'avant, on se trompe. Enfin, on va se retrouver sur les conflits. Tout à fait. Après, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que l'adolescence, elle vient engendrer des changements chez les parents dans leur posture, c'est-à-dire que les ados ont de moins en moins besoin d'eux. Et du coup, à quoi je sers quand je suis parent? Et souvent, nous, ce qu'on dit aux parents, c'est que s'ils ont réussi leur éducation, ils ne doivent servir à rien. Donc c'est pas évident d'accepter ça, c'est-à-dire que je ne sers plus à rien. Ça veut dire que j'ai tout donné à mon enfant et il est en capacité de gérer tout seul. Et l'idée, elle est là. Et parfois, ça vient revisiter qu'est-ce qu'on va faire dans le couple, comment on va se resituer dans le couple quand on est seul. Moi, toutes mes activités étaient centrées sur les enfants. Aujourd'hui, ils s'en vont, ils vont faire leur activité. Qu'est-ce que moi je fais? Et ça, c'est pas évident du coup, et c'est à réfléchir aussi, et à accompagner, et à se projeter dans cette nouvelle vie. C'est une réorganisation entre le parent et l'enfant, mais aussi le parent lui-même, sur vraiment là, si on parle sans se poser 1000 questions sur qui on est, etc., mais juste le lundi, le mardi, le mercredi à 18h, il n'est pas là, qu'est-ce que je fais moi? Comment je peux profiter de ce temps avec mon mari, pas mon mari, avec ma femme, pas ma femme. Bien sûr. Voilà. Vous avez des parents, des fois, qui se retrouvent le week-end tout seuls parce que les enfants sont partis avec les scooters et ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils avaient tout centré sur les enfants et eux, ils n'ont plus de centre d'intérêt et ça, c'est compliqué. Donc, il faut reconstruire tout ça aussi et repartir et se retrouver des centres d'intérêt pour soi. Dans cette dynamique de reconstruction, on avait parlé un peu en préparant l'émission des familles recomposées. Oui. Et de cette construction, là c'est pas une reconstruction, mais c'est une construction de l'équilibre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, parce que c'est pas évident cette place des beaux-parents, beau-père, belle-mère. Souvent, j'appelle ça des fois la famille décomposée, parce que ça a complètement explosé, et c'est comment on va reconstruire quelque chose et une nouvelle famille. Et je crois que c'est important parce que
les beaux-pères, les belles-mères, ils ont une place aussi importante dans l'éducation des enfants. Souvent, ils vivent dans le même lieu et parfois, ils n'ont pas droit de cité sur les enfants de l'autre. Et je crois que c'est important de remettre tout le monde aussi à sa place en tant qu'adulte dans la maison. Mais est-ce qu'il a le droit de dire des choses, d'interférer? Voilà, tout ça, il faut le retravailler aussi, la place de chacun, des enfants entre eux, quand il y a une nouvelle fratrie ou avec une recomposition. Tout ça, il faut y remettre des mots, parce que c'est pas acquis, c'est pas parce que les parents s'entendent que les enfants vont s'entendre, que les enfants vont s'entendre avec le beau-père, avec la belle-mère. Voilà, tout ça, il faut en reparler et créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pas évident. Et du coup, les parents, il faut qu'ils se mettent aussi d'accord sur ces fameuses règles qui sont intransigibles, on ne sait pas du tout le mot. Non négociable. Non négociable, c'est bien. Non négociable pour eux. Enfin voilà, qui se mettent OK. Et ensuite, on fait la réunion de chantier, en fait. Et bon, l'ado, il aura 2 réunions de chantier s'il a 2 familles recomposées de chaque côté, quoi. Oui. Et accepter que ce qui se passe dans une famille, c'est différent de l'autre. Et les enfants, ils ont cette capacité à s'adapter. Ils vont en jouer. Hein. Oui, mais là-bas, j'ai droit. Oui, mais là-bas, c'est là-bas. Et ici, tu es ici. Et ici, les règles, elles sont comme ça. Et il faut les accepter comme elles sont là. Et du coup, il faut retravailler tout ça. Parce que bien souvent, on est dans la culpabilité. Parce qu'on ne voit pas ses enfants. Donc, si on les voit une semaine sur 2, est-ce que je passe le week-end à gueuler? Non, j'ai pas envie, donc je laisse passer des choses. Alors on peut laisser passer des choses, mais derrière il faut les reprendre en disant bon, j'ai lâché parce que c'était le week-end, mais derrière voilà ce que tu as fait, moi ça me correspond pas et j'ai pas envie qu'on parte là-dessus. Donc voilà, les retravailler à chaque fois. Et puis l'enfant, il a besoin aussi de s'adapter petit à petit. Quand ils passent d'une maison à l'autre, c'est pas la même organisation. Comme quand ils sont au collège, hein, entre un prof et l'autre, il faut qu'ils changent à chaque fois, toutes les heures. Donc là, c'est pareil, il faut qu'ils changent leur logiciel de famille et du coup, repartir à zéro. Ça donne un petit peu de temps. Et ce qui est rassurant dans ce que vous dites là, c'est ok, le cadre, il faut le tenir. Mais admettons qu'à un moment donné, on ne l'a pas tenu, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Il faut juste réexpliquer les choses. Oui. Et par contre, se tenir la prochaine fois, se faire la promesse, en tout cas... Alors, ce qui marche plutôt bien, quand on voit qu'il y a quelque chose qui dérape, lui dire, écoute, là, ce qui se passe, c'est pas possible, on en reparlera. Ok. Et on laisse, et quand on en reparle, eux, ils attendent en plus qu'on en reparle, puisqu'on l'a posé, et derrière, ça nous permet aussi de pouvoir reparler de ce qui n'a pas été, et de façon plus apaisée aussi. Sur les familles recomposées, je pensais à une question qui nous a été posée un petit peu en amont. C'est pas du tout une famille recomposée, c'est une maman seule. Mais je pensais à la séparation. Elle nous disait que voilà, elle cherchait à savoir comment aider sa fille à gérer ses émotions, et puis elle nous faisait le parallèle avec sa passion pour les magasins et en étant maman solo, le budget un peu limité. C'est 2 questions assez différentes, mais ça vient peut-être interroger ce que vous disiez sur ok, je l'ai que le week-end, je vais pas l'empêcher, je vais pas lui dire non, je vais pas lui refuser. Est-ce que c'est pas, enfin, je sais pas si vous nous regardez, madame, aujourd'hui, mais peut-être que ça fait écho en fait à ce côté difficile de dire non quand on a peu de temps, quand c'est notre seule relation familiale, voilà. Bien sûr. Alors c'est pas évident hein, quand on est parent solo. En même temps, il peut y avoir de la culpabilité. Peut-être que l'enfant aussi fait payer aussi quelque chose de cette situation-là. Hein, on ne sait pas. En tout cas, il faut pouvoir en parler, le poser. Sur la gestion de nos émotions, ça peut être aller voir une hypno ou faire de la méditation, quelque chose pour qu'elle apprenne à gérer ses émotions. Et puis sur cette question de l'argent, il peut y avoir ou un budget limité, ou des stratégies, d'aller faire les vides-greniers. Voilà, ça peut être aussi un moment de partage aussi, si elle est très fashion victime, d'aller faire les magasins ou d'aller sur des sites d'occasion, voilà, faire des choses comme ça pour pouvoir partager ce moment-là ensemble. Mais il ne faut pas que ça soit un chantage affectif de tu m'achètes ça et moi je t'aime. Parce que c'est pas ça, la relation elle n'est pas là. On peut aussi peut-être ça, c'est important. L'enfant aussi. À partir de 16 ans, on peut commencer à travailler. Aussi, tout à fait. Suivant l'âge de l'enfant, il peut travailler, faire du babysitting, passer son BAFA. Voilà. Il y a plein de choses qui font aussi que lui, il veut grandir, il veut des choses, mais si on n'est pas en capacité, nous, il peut aller trouver des solutions à côté.
Et alors du coup, toujours pour reprendre les questions qui nous ont été posées un peu en amont de l'émission, alors là c'est un cas un peu particulier, donc une séparation, mais une séparation qui est liée à de la violence familiale, intrafamiliale, et du coup je suppose que c'était la maman, nous disait que les violences qui avaient été subies, elle avait le sentiment qu'entre ses deux enfants, il y avait de la tension, peut-être même avec elle, et ça lui faisait écho en tout cas aux violences qu'ils avaient subies. Elle avait peur en fait qu'il y ait de la reproduction, en fait, ses enfants reproduisent les violences qu'ils ont subies quand ils étaient enfants. Est-ce que c'est une vraie alerte? Est-ce que vous avez un peu ce même sentiment? Et comment est-ce qu'on peut l'aider? Oui, alors je crois que c'est important déjà de le repérer. Je crois que c'est important qu'elle puisse le repérer. Il faut en parler avec ses enfants. Il faut se faire accompagner aussi par rapport à ça, parce que les violences intrafamiliales, c'est un impact terrible sur tout le monde, sur la maman, parce qu'elle a subi, mais aussi les enfants. Même s'ils n'ont pas subi, ils ont été témoins. Donc en même temps, ils sont aussi victimes de ça. Et il ne faut pas que les relations qui se remettent en place soient une répétition de ce qui s'est déjà passé. Donc tout ça, c'est important. Parfois, on a des enfants qui veulent s'identifier aussi à la personne qui n'est plus là, l'idéaliser, et du coup avoir le même comportement. Donc tout ça, il faut le poser, il faut poser des mots dessus, se faire accompagner. Donc il y a des services qui sont spécialisés. Elle disait justement qu'ils étaient en thérapie familiale. Oui. Elle avance et elle travaille avec Donc ses ça, enfants. c'est très bien qu'il y ait ce travail-là en commun. Et peut-être qu'il y a besoin d'un travail complémentaire en individuel. Peut-être pour elle, peut-être pour les enfants, pour qu'ils puissent aussi se rendre compte de ce qui se joue pour eux dans cette situation-là. Ça peut être intéressant. Pas dans la relation familiale. Voilà, pas dans la relation familiale, mais vraiment soit par rapport à ça. Et alors, je vais poser une question très pragmatique. Ok, alors on suit une thérapie familiale, mais ça coûte des sous. Ce suivi individuel, si c'est une maman toute seule, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est toujours difficile. Alors, il y a des psychologues avec le nouveau décret sur Mon Psy qui peuvent permettre d'avoir une prise en charge diminuée au niveau du coût. Il faut qu'il y ait des psychologues qui soient partenaires de ça. Il y a des dispositifs, des médiations familiales aussi qui sont financés par la CAF. Et il y a des dispositifs qui sont moins chers aussi. Et puis il y a des services, il y a des associations aussi, il y a des groupes de parole. Parfois c'est dans des centres sociaux aussi qu'il y a des espaces pour pouvoir discuter. Voilà. Il faut aller sur tous les espaces de vie sociale et voir un petit peu ce qui se fait sur chaque territoire. Et du coup, en complément, il existe, du coup, la CAF met à disposition des parents une hotline dont on pourra mettre le numéro de téléphone et les horaires d'ouverture sur le replay, qui peut vous permettre justement de vous orienter vers ces structures. Quand vous êtes en difficulté comme ça, puisqu'on en revient à ça finalement, à la difficulté qu'on peut ressentir en tant que parent, de pouvoir vous orienter vers le centre social qui a un psy à disposition, qui rencontre... Oui, ou un groupe de parole qui peut permettre d'aider. Et puis après, il y a des dispositifs, il y a la maison du parent, et la maison des ados sur Pau, il y a la maison des ados ici. Il y a plein de dispositifs qui existent aussi sur le territoire, des espaces ressources. Du coup, pareil, en préparant l'émission, vous disiez que quand on arrive à l'adolescence, comme l'enfant vient un peu re-questionner notre place de parent et puis la relation parent-enfant, il faut être solide. Mais si on n'est pas solide, si on a des failles, et tout ça, de toute façon, tout le monde a des failles, mais si on a aussi vécu des choses difficiles dans notre enfance, si parfois même on ne s'en rappelle pas, mais si on sent qu'on est fragile, comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut se faire aider? Bon, on vient de le dire un peu, mais... Oui, mais c'est ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter de se faire aider. Ça me fait penser, on a eu une maman qui pendant 3 ans avait la plaquette de notre service dans son sac, et au bout de 3 ans a réussi à venir, et elle s'est dit pourquoi j'ai pas réussi avant? Parce qu'elle pouvait pas. Donc l'idée c'est vraiment, si à un moment donné on sent qu'on a besoin, il faut s'autoriser. On ne sera pas jugé, on sera écouté, accompagné, on prendra du temps. Et je crois que ça c'est important de se dire, il y a des espaces ressources qui sont là pour m'aider dans ma parentalité. Elle n'est pas évidente, elle est compliquée, mais il y a des espaces pour m'aider à rebondir et à repartir. Oui, du coup, parce que même les groupes de parole, c'est super engageant. Enfin, on se dit, on va s'exposer devant d'autres qui peut-être agiront mieux que nous. Enfin voilà, il y a toujours une honte et un frein. Alors, souvent, ce qu'on voit, c'est que les parents, ils ont tous les mêmes galères. Donc, dans les groupes de parole, ça rassure aussi parce qu'on se dit,
ah ben tiens, en fait, il n'y a pas que moi qui le vis aussi. Et du coup, ben, ça rassure aussi. Et puis on voit que mais chacun invente une solution. Et puis parfois, la solution de l'un va marcher avec moi et la solution de l'autre va pas marcher. Donc l'idée, c'est ça. C'est un peu un troc des outils entre parents. Et du coup, ça rassure aussi de se dire, OK, bon, il n'y a pas que moi qui le vis. Et ça permet de faire redescendre un petit peu la pression. Très bien. On va peut-être pouvoir passer aux réponses, des infos intox. Je vais y arriver ce soir. Beaucoup de bafouilles. Alors, Cédric, on s'est posé la question. On a posé la question. L'info intox, le premier info intox, c'était votre enfant de 13 ans est sur son smartphone. C'est un vrai pro. Il n'a pas besoin de vous. Info ou intox? Alors, Larry Siumba, pardon pour la prononciation, Larry Siumba a dit intox. Intox, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que... Même sur le smartphone? Ouais, même sur le smartphone. Parce qu'eux, ils maîtrisent l'outil. Et encore, ils maîtrisent l'outil réseau social. Quand vous regardez sur le numérique, les compétences qu'ils ont, ils ont vraiment du travail à faire. Ils maîtrisent le réseau social. Nous, on maîtrise les enjeux que ça a, l'impact que ça a sur du long terme. Donc il faut, avec nos valeurs, nos perceptions du risque, les accompagner. Et c'est comme si on mettait des enfants de 4 ans sur un vélo d'adulte et on leur dit va te promener dans la rue. Non, c'est pas possible parce que sur le smartphone, ils ont accès à beaucoup de choses. Donc il faut l'accompagner. Et quand on donne un smartphone, il faut leur dire j'ai un droit de regard sur ce qui se fait. On le fera ensemble et pas dans ton dos, mais j'ai un droit de regard. Et au fur et à mesure, on lâchera un petit peu le lest et on le laissera évoluer tranquillement. Mais on l'accompagne, comme sur le vélo. On met les petites roulettes, on les enlève, on le tient, on le suit et après il y va tout seul. Très bien, donc c'était donc une intox. Bravo, Larry Siumba. Deuxième info intox, pour éviter qu'un ado ne se mette en danger, le mieux d'interdire interdire toute sortie, activité de plein air, jeux vidéo et compagnie. Info intox. Ben, si on fait ça, ça va être compliqué. Là, il va y avoir de la tension. Ouais, il va y avoir de la tension. C'est qu'on aime le conflit. Voilà, c'est quand même le conflit, c'est qu'on a peur que son enfant grandisse peut-être. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire, si on ne l'accompagne pas là-dedans, il le fera sans nous de toute façon. Et s'il y a un souci, il ne viendra pas vous voir parce que du coup, vous n'avez pas validé. Donc c'est important de pouvoir l'accompagner aussi dans ces prises de risques-là. Et puis peut-être, il y a des prises de risques aussi qui sont positives. Donc il faut aussi les valoriser. Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est important de à chaque fois changer de regard. Ça, c'est vraiment intéressant de changer de regard. Peut-être que les prises de risques, elles sont aussi positives. À quoi ça peut servir? Et du coup, enrichir ce côté-là que plutôt celles qui sont négatives et qui sont destructrices. Et enfin, dernière info intox, être parent d'ado, c'est donc un peu savoir danser, valser et faire le pas de côté pour éviter la tension, du moins, pas éviter la tension, mais quand ça chauffe, hop, on esquive. Il vaut mieux faire le pas de côté. Alors souvent, les parents ont l'impression qu'ils ont reculé et qu'ils ont laissé du terrain, ils ont perdu du terrain. Non, faire le pas de côté, c'est juste dire, ben voilà, moi j'ai la capacité de le faire, donc on arrête. Souvent, je prends l'exemple du voilier avec les parents, où je leur dis, vous êtes le capitaine du bateau, et puis parfois il y a de la tempête, donc vous allez baisser les voiles, il y a du courant, il y a plein de choses, mais c'est vous qui tenez la barre, mais il y a des fois, ben, vous allez devoir tirer les bords, donc il va falloir accepter que ça ne soit pas comme on aurait aimé, et puis, mais on a quand même la direction de ce qu'on a envie. Donc après, on repart quand il fait beau. Mais quand c'est un peu compliqué, qu'il y a du conflit, ben, on baisse les voiles, on attend, on tient, et puis on tire un peu les bords. Super. Merci Cédric. Donc c'était donc Merci à vous. Une info pour le coup. S'il fallait résumer nos échanges depuis tout à l'heure, Cédric, comment est-ce qu'on pourrait résumer ça? Alors, être parent d'ado, c'est du boulot. Déjà, oui, ça c'est clair. C'est clair, c'est un métier d'être parent. Un nouveau métier en plus, je veux dire un métier qu'on a appris quand ils avaient 2 ans, on l'a oublié, puis il faut y retourner. Voilà, c'est un nouveau métier. Et c'est compliqué, qu'il ne faut pas avoir peur de se faire aider, de se faire accompagner, de se faire conseiller, parce qu'on ne sait pas tout. Et l'idée, c'est d'échanger par rapport à ça avec des personnes ressources, qu'il faut les accompagner à grandir aussi. Et en ces moments un peu difficiles, je dirais qu'il faut aussi leur donner un peu d'espoir et de vie et de convivialité, un peu d'espérance. Un peu en réponse à Marilyn, du coup, avec son enfant qui a l'air
d'être un peu déprimé. Voilà. Ouais, Est-ce que ça peut aussi oui. être ça, notre posture Bien, finalement, bien sûr dire, aussi, regarde, ça, voilà, c'est chouette, les ça, c'est accompagner chouette. du côté de la vie. Mm. Et en même temps prendre en compte cette difficulté qu'ils ont et en prendre acte. Ça, c'est important. D'accuser réception de ce qu'ils peuvent nous dire, ça, c'est important. Parce que si on ne le prend pas en compte, ça veut dire que leur parole, elle n'a pas de valeur. Mm. Donc ça, c'est important. Et de les accompagner, et puis parfois rêver pour eux aussi un petit peu, et puis voilà, les faire grandir. Parce que éduquer, c'est élever, nourrir. Donc on va les nourrir de plein de choses, psychiquement et puis physiquement. Mais voilà, et c'est les élever pour qu'ils puissent, mais pour qu'ils aient plus besoin de nous, quoi. C'est ça, lâcher le vélo, quoi. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis en direct. Prochain rendez-vous dans 2-3 mois. Vous pourrez retrouver le replay sur cette même chaîne Fil des parents avec les conseils lecture ou visionnage de vidéos de Cédric, ainsi que les coordonnées de la maison des ados du Pays Basque et de la maison des parents et des ados côté Béarn à Pau. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, allez-y, postez-les, on pourra les partager à Cédric. Et sinon, comme on le disait, poussez la porte des structures, téléphonez, et voilà, ne restez pas seul avec vos questions et avec vos interrogations. Vous avez le droit d'être écouté, vous avez le droit de vous interroger et surtout vous avez le droit d'être entendu et d'avoir du soutien. Merci, à très bientôt pour une prochaine émission.